est-ce que tu as bien dormi? Très bien, Isabelle. Et j'étais en train de me dire que quand tu te réveilles dans une cabane, sur une île, et que soudain tu te rappelles que tu es à Andrézy, département Yvelines, région Île-de-France, c'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce qui t'a amené ici, sur cette île? Exactement ce que tu viens de décrire, l'aventure du quotidien. Et le jour où j'ai découvert cet endroit, j'ai pris le bateau et avant même d'avoir posé le pied sur l'île, j'avais eu le coup de foudre. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de venir chez toi que par bateau. Pas de pont, pas de route. Effectivement, sans bateau, à part la nage, tu ne peux pas arriver chez moi. Et tu viens de dire, je voulais la vue sur la Seine. Pourquoi ? En fait, la vue sur la Seine est très inspirante. C'est pas pour rien que les impressionnistes se sont installés tout au long de la Seine, parce qu'il y a une lumière qui est très particulière. Et c'est ce qui m'a fait choisir cet endroit. Le contact avec le fleuve, avec le parc naturel protégé dans lequel on est ici, donne effectivement à rebooster son énergie, ses batteries. Et effectivement, ça contribue à cette métamorphose. Je suis en train de réaliser, c'est quand t'as emménagé. T'as emménagé avec une barque, hein? Oui. Oh, la reine du créneau. Je fais ça plusieurs fois par jour. Voilà, première étape de mon voyage, Conflans-Sainte-Honorine. C'est la capitale de la batellerie. Il y a des dizaines, parfois des centaines de péniches qui viennent s'amarrer. Il y a un port. Le grand essor de ce port, c'est à quelle époque? On est au 19e siècle. À l'époque, c'est l'essor industriel et on achemine les marchandises par halage. Donc les péniches ne sont pas motorisées, évidemment. Ouais. Et il y a un système de chaînes immergées dans l'eau qui permet de haler les péniches sur les 25 km qui nous séparent de Paris par la Seine. Conflans-Sainte-Honorine bénéficie de sa proximité avec la capitale. Exactement. Et encore aujourd'hui, le transport fluvial, malgré l'essor du transport ferroviaire ou par la route avec les camions, reste encore une activité primordiale sur Conflans. On a la confluence de l'Oise qui dessert tout le nord de l'Europe. Les gros tonnages, comme on peut les voir ici sur les côtés des péniches actuelles, acheminent toujours vers Paris les marchandises des quatre coins du monde. Et il y a toujours des mariniers qui vivent dans leur bateau sur les quais de Conflans-Sainte-Honorine. Et il y a même, a-t-on dit, un bateau chapelle. Il y a un bateau chapelle juste là, c'est à 100 mètres. Ok. On y va? Ouais, avec plaisir. On se croirait vraiment dans une église. Exactement, c'est assez profond. Hein. Bonjour. Bonjour. On peut boire des petits cafés? Ah, bien sûr. Est-ce que vous nous raconteriez un petit peu l'histoire de ce bateau? Ah, oui. Alors, ce bateau est unique. C'est le seul bateau chapelle qui existe et qui officie. Ah, dans toute la France? Tout à fait. Il est gigantesque. Il fait 72 mètres de long sur 8 mètres de large. Ouais. Donc c'est une église et j'ai vu inscrit sur la façade également un centre d'aide sociale. C'est un lieu d'accueil. Tout à fait. Depuis 80 années qu'il a été transformé en bateau chapelle, ce bateau ne fait que du social. C'est à l'arrivée de Joseph Bélanger en 1935 qu'il a créé en fait l'ESB, l'entraide sociale batelière. Parce qu'à l'époque, le métier de batelier, ça n'était pas reconnu. Les gens, à l'époque, considéraient les bateliers comme des gens du voyage. Parce qu'ils venaient avec leur famille, vivaient sur les bateaux, déposaient la marchandise et repartaient aussitôt. Ah. Donc Bélanger s'est battu pour que le métier de batelier soit reconnu. À l'époque, le métier s'apprenait de père en fils. Oui. Et du coup, la plupart des bateliers et enfants de bateliers ne savaient ni lire ni écrire. D'accord. Et pour les aider encore une fois, Bélanger, ce qu'il a fait, l'internat pour les enfants de bateliers. Pour qu'ils aient une éducation et qu'ils apprennent à lire et à écrire. Si Conflans-Sainte-Honorine est capitale de la batellerie, c'est pas seulement par l'importance de son port et le nombre de bateaux qui est ici, c'est aussi parce que c'est vraiment le lieu de refuge, le lieu de protection. Mais le plus important, c'est qu'ils ont eu une adresse postale. C'est ça aussi qu'ils avaient. À l'époque, ils n'avaient pas d'adresse postale. Incroyable. Ah oui, donc mais là, ce bateau, c'est un lieu d'histoire. Ah tout à fait. Pour les bateliers, oui, c'est énorme. Pour la ville de Conflans et pour les bateliers.
Ah, incroyable. Oh, ça me colle la chair de poule ce que vous me racontez là. Je trouve ça super émouvant. Merci beaucoup Isabelle. Et merci Monsieur Xavier. Avec plaisir. Bon, c'est l'heure. Ah bah il y a déjà un peu de monde. Messieurs, allez-y. Une fois par mois, Théo ouvre les portes du terrain. Un village de brocanteur improvisé et posé en bord de Seine, à une petite heure de Paris. Ça va faire quasiment 8 ans que c'est ouvert au public maintenant. Parti tout ça d'un projet fou, hein. Un terrain vierge de 4500 mètres carrés. On s'y sent bien. En quelques années, le terrain et son univers un peu baroque est devenu le repère de brocanteurs amateurs et de professionnels, comme Sébastien, le premier à avoir mis les pieds ici, un peu par hasard. On est passé en canoë avec mon frangin devant. Et en fait, on a vu que le terrain était à vendre. On a commencé à 2 et maintenant on doit être une dizaine. On est des chercheurs de trésors et des sauveteurs de trésors. Nous, ça, c'est un truc, ça. Côté visiteur, la motivation est exactement la même. On y vient à pied, à vélo ou encore en bateau par le quai aménagé sur la Seine pour y dénicher des pépites. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. C'est ça qui est magique, c'est qu'il y a toujours des surprises, mais toujours des bonnes surprises. Yann et sa petite famille ne manquent jamais ce rendez-vous chaque dernier week-end du mois. Ouais, ça c'est beau. C'est typiquement des choses qu'on a, en tout cas. Ouais. Quand il n'a pas spécialement de coup de cœur, Yann se fait plaisir tout simplement en observant ce théâtre bohème à ciel ouvert. Voilà, ça c'est la partie que j'adore. On se croirait un peu à Disneyland, un truc comme ça, mais évidemment c'est 10 fois plus beau, il n'y a pas le côté plastoc. Quand on regarde bien, il y a des perspectives avec véritablement tout un village qui se présente et puis chacun a sa petite maisonnette dans lequel il vend. 1 €. Outre le fait que ça soit une brocante, c'est aussi un endroit naturel qui ramène du monde, vu qu'on a toutes les berges qui sont accessibles, où les gens se promènent au bord du terrain et découvrent à un moment donné la plage ou les bords de Seine. Voilà. Moi j'ai trouvé c'est couvert, simple et joli. Et puis j'ai trouvé un petit truc assez kitsch. Parce qu'on a un mariage. C'est 2 petits personnages et on va les customiser pour que ça ressemble aux 2 mariés. Voilà, nos 2 trouvailles de la journée. Bon, bah encore des beaux achats. Comme beaucoup de chineurs ce jour-là, la famille repart avec des petits trésors dans les poches. Mais sur les bords de Seine se cachent aussi d'autres merveilles. Comme les Affolantes, ces belles maisons bourgeoises que s'offraient les riches parisiens avec le développement du réseau ferré autour de la capitale. Il y a de très jolies constructions par ici, et puis notamment le Clos Bondieu, qui a été créé pour l'exposition universelle de 1900, qui a été complètement démontée et qui est arrivée par bateau. À Thomery, Catherine Brault est tombée sous le charme d'une de ces demeures qu'elle a achetée en 2017. Un château chargé d'histoire où vécut l'artiste Rosa Bonheur. Voilà l'atelier de Rosa Bonheur. Alors, il faut imaginer que c'est là qu'elle va passer les 3/4 de son temps, puisqu'elle travaillait énormément. Et tous les animaux qui sont là et qui ne sont pas des trophées de chasse, ce sont les animaux qu'elle avait dans son parc, ce sont ses amis. Et Rosa ne pouvait travailler qu'entourée de ses amis, donc ses animaux, puisqu'il y en avait plus de 200 dans le parc. Ces animaux étaient surtout la principale source d'inspiration de cette grande artiste du 19e siècle. Rosa, c'est la première à peindre les animaux pour montrer vraiment ce qu'ils sont, eux. Ce tableau, c'est les chevaux sauvages fuyant l'incendie. C'est la dernière toile sur laquelle l'artiste va poser son pinceau. Elle a 77 ans quand elle peint cette œuvre. On a l'animal pur au milieu de la nature, toute la puissance de l'animal, toute sa beauté. Depuis la mort de Rosa Bonheur en 1922, quasiment rien n'a changé dans ce château. En l'achetant, Catherine espérait bien y faire de belles découvertes, en particulier dans les greniers, et elle n'a pas été déçue.
Et la chance qu'on a eue, c'est que ces greniers étaient très encombrés, que personne n'a eu le courage justement, ou le temps aussi, c'est aussi une question de temps, de regarder, d'observer chaque centimètre carré de la maison. Il y avait une petite boulette de papier qui était au milieu de ce grenier-ci. Et puis un jour où on allait peut-être la jeter à la poubelle en se disant, bon, il faut peut-être qu'on l'élimine, une de mes filles a dit, bon, je vais quand même regarder, il y a peut-être un truc écrit dessus. Et en fait, on a découvert ce profil de cheval. Ce dessin de cheval est un exemple parmi des centaines d'autres œuvres redécouvertes. Bien consciente de la valeur de ce trésor, Catherine et ses filles ont ouvert la maison au public. Une façon de remettre en lumière l'œuvre et la vie de celle qui fut en son temps la femme artiste française la plus connue dans le monde. Et de perpétuer, avec un regard actuel, les grands combats de Rosa Bonheur, la cause animale et la création au féminin. Des parenthèses qui invitent au voyage hors du temps. Un petit coup de main à livrer? Bah, bien sûr. Ah. Tiens. Merci. Mais franchement, quand tu reprends, Michel, la ferme de tes parents il y a une trentaine d'années, est-ce que tu imagines qu'un jour, tu vas livrer ton cidre au château de la Roche-Guyon, monument classé historique? Prestigieux tout ça. Eh bien oui, je suis très fier. Hein. Figure-toi, ça fait depuis plus de 50 ans que je viens à ce château. Quand j'étais gamin, le château de la Roche-Guyon était un lieu privilégié pour les visites dominicales et familiales. Et aujourd'hui, je reviens pour d'autres finalités, mais toujours avec le même plaisir. Une histoire qui dure dans le temps. Hein. Exactement. Bonjour. Bonjour. Voilà, on vient livrer la commande passée. Donc voici donc, les 6 bouteilles de cidre. Oui. Et là, donc, je vous apporte des nouveaux produits. Donc une soupe courgette et basilic et une soupe de tomates courgettes. D'accord. Ici, on a l'habitude de dire qu'il y a 1000 ans d'histoire, parce que chaque siècle a laissé un petit peu une trace. Il y a eu un premier château dès le 8e, 9e siècle qui était entièrement troglodytique. C'était un ensemble de grottes, ici on appelle ça des boves. Dans ces boves vivait le seigneur La Roche-Guyon. Et effectivement, au 12e siècle, le roi Philippe Auguste, qui était en conflit avec Richard Cœur de Lion, a dû chevaucher dans les coins, a dû voir que c'était un endroit tout à fait stratégique et dont il demande au seigneur de La Roche de construire le donjon. Ok, je vais voir toute cette histoire et tout ce paysage depuis là-haut. Tout à l'heure? À tout à l'heure. C'est mon plaisir. Ça pourrait être ma maison ici. La ferme des Ruelles. Oui. Voilà chez toi. Ah, voilà. C'est une ferme qui raconte, elle aussi, comme le château de la Roche-Guyon, une longue histoire. Hein. Alors, plus courte que le château de la Roche. Un peu moins de 1000 ans. Un peu moins de 1000 ans, quoi. Donc, cette ferme a été effectivement créée en 1650. Ah bah quand même. L'époque de Louis XIV de Molière. Et ça, c'est ta maison de famille, c'est là que tu es né, toi? Tout à fait. Et donc j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse. Après mes études, je suis parti travailler à l'extérieur et ensuite je suis revenu reprendre l'exploitation quand il partait à la retraite avec une obligation et aussi une volonté de produire d'autres choses et de façon différente. Donc si tu veux, je t'emmène voir. Ben, je veux voir. Bien, allons-y.
J'ai l'impression que ça butine de partout, que c'est plein d'abeilles, plein de pollinisateurs. On voit des papillons aussi, ça grouille de vie. Ici, je pratique ce qu'on appelle l'agroforesterie. Ce sont des arbres dans les champs. À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement à remettre la nature dans les champs. Donc à remettre les écosystèmes dans les champs. Pour grandir un arbre, besoin de CO2. Ça tombe bien, il y en a trop dans l'air. Oui. Ils vont réguler le climat. Ils vont capter l'eau. Je me plais souvent à dire que donc, grâce à ça, il y a un Airbnb tous les 30 mètres dans mes champs. Donc gratuit, sans taxe de séjour et ouvert toute l'année. Les vers de terre sont devenus mes copains. Aujourd'hui, ils arrivent complètement à remplacer le tracteur et la charrue et le travail du sol. Ouais. Sauf que ça a toujours un mais dans toute chose. Et le mais, c'est que les mulots sont ravis parce qu'ils n'ont pas leur tunnel à refaire tous les 3 mois. D'accord. Donc ils ont beaucoup de temps libre. Ouais. Donc ils en profitent pour se reproduire. Et pour se reproduire, ils mangent mon blé. Un donc équilibre là, un peu moins content. Là. Un peu moins content pour la biodiversité. Donc j'ai vu les rapaces arriver, je suis sauvé, c'est parfait. D'accord. Que nenni. Et je ne savais plus quoi faire, j'étais un peu désemparé. Et un jour, j'ai vu un héron arriver. Et pour la petite histoire, je pense que le soir, il a dû passer un SMS à 10 de ses copains. Le lendemain, ils sont arrivés et ils m'ont tout géré, ils m'ont géré le dossier. Et maintenant, j'ai toujours des attaques de mulots, mais j'ai les écosystèmes, donc les rapaces, les renards, les hérons qui viennent me gérer. Donc j'en ai, mais pour le moment, j'observe pour l'instant plus de dégâts. C'est pas immédiat, mais ces arbres vont apporter des choses très positives à ma ferme, mais aussi au territoire. Qu'est-ce que c'est cette plante là, Michel? On dirait du roseau. Eh bien, Sabine, ça c'est de l'herbe à éléphant. C'est une plante magique. Ouais. Bah, tu veux venir voir? Oui. Cette plante, c'est mon puits de pétrole. Ouais. Chaque année, elle a la particularité de me rapporter l'équivalent de 6 000 litres de pétrole. Ça par hectare, et ça pendant 20 ans. Ah oui. Grâce à elle, je chauffe toute la ferme. Ouais. Je ne mets 0 produits chimiques. Et en plus, elle demande très peu de travail. Une fois qu'elle est en place, je ne mets 0 chimie. Ah ouais. Je ne mets rien du tout. Je la regarde pousser, c'est tout. D'accord. J'ai une plante de feignant, ça me va très bien. Elle vient d'où, cette herbe? J'en ai jamais entendu parler, moi. Alors, ça vient de Chine. Hein. Et c'est une plante qui est stérile. Pas d'invasion. Pas d'invasion. Pas une plante invasive. Tout à fait. Elle reste, vu que ça fait 11 ans qu'elle est plantée, elle n'a pas été chez le voisin. Génial. Je ne suis pas fâché avec mes voisins, c'est impeccable. Extra. Oh, c'est magique. Ça manque un peu d'eau? Ouais, ça manque un peu d'eau, faudrait peut-être en rajouter un petit peu. Ça marche. La volaille, c'est bon. Hein. À table. À table, oui, on a faim et on a soif. On a soif. Mais il y a de bonnes choses qui nous attendent à la maison. Vas-y, rentre. Bonjour. Hello. Eh ben, Sabine, je présente Eugénie et Thibaut. Eugénie, ma fille, et Thibaut, son petit copain. Enchanté. Bonjour. Voilà, ils ont comme projet de reprendre la relève de la ferme et d'orienter la ferme sur l'aspect culinaire. Restaurant? Restaurant, tout à fait. Raison pour laquelle vous me mettez à la torture avec ce fumet, c'est ça? C'est ça. Exact. Qui est-ce qui cuisine, là? C'est moi. Ok. Et du coup, là, vous allez porter, enfin surtout toi, Eugénie, bien petit ajout au projet, tu portes une histoire de famille, là. Oui, c'est vrai. Bah, moi, depuis mes 15 ans environ, je sais que je veux reprendre la ferme, mais je ne savais pas trop comment. Et c'est un peu difficile de s'approprier le travail de ses parents. Et du coup, j'ai un peu vaguenodé pendant mes études. Et à un moment, je me suis vraiment posée et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui m'anime? Et c'était vraiment la gastronomie. Le restaurant, du coup, pour compléter les activités, la diversification des activités de la ferme. Camille. Bonjour, ça va? Bien, et toi? Je suis missionnée par Eugénie et Thibaut pour ramener du cidre. Et moi, j'associe œnologue à vin, pas tellement à cidre. Bah, en soi, sur le principe, t'as raison, parce que œnologue, ça veut dire celui qui a la connaissance du vin. Ouais. Mais en soi, on est formé à tout ce qui est alcool fermenté et distillé. On a plusieurs variétés de pommes, comme on a plusieurs cépages de raisins. On fait une fermentation alcoolique, on élève notre produit, on le met en bouteille, on fait les mêmes opérations en fait que sur le vin. Et avec toujours mise en valeur des produits de la ferme ou de la région? Oui, bien évidemment. Bien évidemment.
On va pouvoir déguster le cidre de Chardonneret. Chardonneret, c'est le nom d'un petit oiseau. On a un petit passereau multicolore qui est absolument magnifique. Et maintenant, on a la chance, grâce à la biodiversité qu'on a remis dans les champs, on revoit des bandes de 80 à 100 individus. Et ça, c'est absolument génial. Alors moi, je trinque à cette vraiment incroyable entreprise familiale et plus. Donc à la durabilité, à la transmission. À la diversité. Et merci Michel. Eh bien, merci à toi aussi, Sabine, d'être venue.